Bienvenue à la 23e édition des Assises de la cybersécurité. Nous sommes très nombreux aujourd'hui à être réunis à Monaco et nous pouvons nous en réjouir. Parce que certes, la menace, elle est toujours là. Il suffit d'un moment, d'une zone d'inattention, et ceci peut faire voler en éclats tous les efforts que vous déployez tout le long de l'année. Mais nous ne devons pas en rester là. Si nous ne devons pas céder à la peur, nous devons de travailler ensemble. Ensemble. Parce que l'IA ne doit pas rester l'énième vecteur de l'énième attaque. L'IA doit nous servir pour combattre encore plus nos attaquants et défendre nos organisations. Parce que certes, cet écosystème florissant, riche qu'est la cybersécurité, doit avoir la capacité d'intégrer les nouvelles solutions, mais de les intégrer avec harmonie, coopération, fédération. Parce que ce n'est pas en rajoutant des couches et des couches que nous allons trouver la bonne démarche pour y arriver. Nous devons de travailler ici à Monaco, particulièrement parce que vous êtes toutes et tous réunis pour cette force qu'est la collaboration, cette intelligence collective, la force de l'écosystème de la cybersécurité. Et cette année, nous avons une force supplémentaire qui va nous aider dans ce travail, qui est le fait que, tristement, certains de nos confrères, pairs, partenaires d'Israël n'ont pas pu nous rejoindre. Nous pensons fort à eux et nous allons travailler encore plus, faire encore plus de rendez-vous, de moments d'échange pour y arriver. Mais il est temps maintenant de démarrer cette belle édition et j'ai le plaisir d'accueillir en scène Son Excellence, Monsieur le ministre d'État de la Principauté de Monaco, Pierre Dartout. Bonjour à tous, Madame la secrétaire d'État à la Justice, Monsieur le conseiller du gouvernement, ministre de l'Intérieur, Monsieur le directeur général de l'ANSSI, Monsieur le directeur des opérations d'Europol, Mesdames, Messieurs. Les assises accueillent cette année 3000 personnes qui vont pouvoir échanger sur les différents aspects de la cybersécurité et des technologies associées pendant ces 3 jours. 174 partenaires, acteurs de la sécurité numérique sont présents, parmi lesquels des start-up, des PME, des grands groupes industriels français et européens et de tous les continents, dont certains interviennent en principauté, et je les en remercie. Le contexte géopolitique international évolue rapidement, nous le savons tous, je n'ai pas besoin d'évoquer l'actualité, et simultanément sur plusieurs continents. Cela oblige les États à réévaluer à une cadence soutenue l'état de la menace, poussant les spécialistes de la cybersécurité à revoir la pertinence de certaines analyses de risque et des mesures de sécurité qui sont mises en place. La proposition de l'Organisation des Nations Unies d'établir un programme d'action pour faire progresser le comportement responsable des États dans le cyberespace est toujours à l'agenda. Néanmoins, cela nécessitera encore de nombreuses années avant que les États s'accordent sur des mesures concrètes, sachant qu'à date, il n'existe toujours pas de définition commune des menaces et des comportements malveillants. Les campagnes de logiciels malveillants, et plus particulièrement les rançongiciels, continuent de faire des victimes dans le secteur privé comme dans le secteur public. Il convient donc de continuer à renforcer la sécurité des systèmes d'information pour faire face à ces attaques, qu'elles soient diligentées par des groupes criminels, par des groupes para-étatiques ou par des groupes étatiques. Pour faire face à ce défi, la Principauté, comme les pays membres de l'Union européenne, vont élargir le périmètre d'application des règles de sécurité à de nouveaux secteurs d'activité critiques. Vous l'avez compris, je fais référence à la transposition en droit national d'ici octobre 2024 de la 2e version de la directive européenne sur la sécurité des réseaux et des systèmes d'information.
Monaco a décidé d'aligner son cadre réglementaire en matière de sécurité numérique sur celui de la directive européenne, afin de garantir que les échanges entre la Principauté et l'Union européenne, qui reste le partenaire privilégié et principal de la Principauté, se fassent dans les mêmes conditions de sécurité que dans le marché intérieur de l'Union européenne. Ces règles ont montré leur efficacité. Le doute, s'il devait en rester un, n'est plus permis. Nous sommes d'autant plus conscients des efforts qui vont être demandés aux structures concernées par cette évolution réglementaire que l'activité économique de la Principauté s'appuie principalement sur des très petites entreprises au nombre de 3067, des PME au nombre de 819 ou des entreprises de taille intermédiaire qui sont 24. C'est donc un défi important pour les structures concernées, plus particulièrement pour les TPE et les PME, qui, comme l'a rappelé l'ANSSI dans son panorama de la cybermenace en 2022, ont été les victimes les plus touchées par les rançongiciels en 2021 et en 2022. C'est aussi un effort pour le gouvernement monégasque qui fait un constat identique et qui accompagnera ces entités critiques avec des mécanismes qui restent encore à définir, mais qui seront similaires à ceux proposés en France par Bpifrance pour les PME, c'est-à-dire un diagnostic de cybersécurité, ou par le programme CARE, cybersécurité, accélération et résilience des établissements, et notamment dans le secteur de la santé. Ces aides seront donc d'autant plus importantes que les contraintes arrivent à un moment où la pénurie de compétences en cybersécurité persiste. Par ailleurs, il est bon de rappeler que vous n'êtes pas seul pour faire face à ce fléau qu'est la cybercriminalité. En tant que responsable informatique ou responsable de la sécurité des systèmes d'information, vous avez à minima un devoir moral, pour certains des obligations réglementaires ou légales, d'apporter votre contribution à la lutte contre la cybercriminalité. Si vous êtes victime d'une attaque, il est important de préserver les éléments de preuve et de notifier les incidents de nature criminelle aux autorités répressives afin qu'elles puissent à leur tour mener leur travail d'enquête, procéder au démantèlement des infrastructures des groupes criminels, aux arrestations et aux condamnations. C'est grâce à vous, à votre travail, à vos efforts, que nous pourrons avoir un cyberespace plus sûr. Vous êtes très sollicités au quotidien dans vos missions. Je vous souhaite donc de profiter de ces 3 jours d'assises pour prendre le temps d'échanger avec vos pairs et découvrir les dernières innovations proposées par les start-up et les partenaires qui sont présents. Je vous souhaite donc d'excellentes assises et un très bon séjour en Principauté. Merci. Un grand merci. Et un grand merci, bien évidemment, à nos partenaires monégasques qui soutiennent les assises depuis autant d'années. Les assises sont un événement tel qu'ils sont, grâce à l'accueil que vous nous permettez pour nous et pour nos participants. Un grand merci. On va revenir maintenant sur la notion de partage, transmission, création de moments d'échange, pas seulement au sein de notre écosystème, mais aussi avec d'autres organisations qui sont là pour coopérer avec nous. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir en scène le général Jean-Philippe Lecouf, directeur des opérations d'Europol. Mon général, bienvenue. Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les autorités de Monaco, Mesdames, Messieurs. En janvier 2023, les activités liées au rançongiciel Hive sont démantelées par une opération internationale menée par l'Allemagne, les Pays-Bas, le FBI américain et 11 autres pays, dont la France, avec la coordination et l'appui d'Europol. Hive était un rançongiciel largement utilisé, souvent avec une double extorsion. Suite à cette opération, les serveurs sont saisis, les sites de paiement de rançon fermés, les clés de déchiffrement sont fournies aux victimes, évitant ainsi le paiement de 120 millions d'euros de rançon.
Europol a facilité l'échange d'informations entre les cyberenquêteurs, coordonné l'opération au niveau international, fourni un soutien en analyse criminelle, dans le traçage des cryptoactifs, le déchiffrement, et a déployé des agents sur le terrain pour épauler au plus près les autorités nationales. Mars 2023, Allemagne, États-Unis, Belgique, Pologne, Canada, Suisse s'unissent sous la bannière d'Europol pour mettre hors service le service Chip Mixer, un mélangeur de crypto-monnaies qui est impliqué dans de nombreuses activités illégales qui vont de l'achat de contenus pédopornographiques jusqu'au blanchiment de trafics divers, en passant évidemment par le paiement de rançons. L'infrastructure est démantelée, 4 serveurs et plus de 1900 bitcoins, soit à peu près 47 millions de dollars, sont saisis, ainsi que 7 terabytes de données. Ce succès a été possible grâce à la saisie sur le Darknet de la plateforme Hydra Market, 3 ans auparavant, illustrant ainsi le cercle vertueux du travail opérationnel. Une opération réussie permet d'en savoir davantage sur l'organisation des criminels, sur ses modes d'action, parfois sur des modalités techniques, bref, permet d'enrichir nos connaissances, mais aussi de débuter de nouvelles investigations. Août 2023, le réseau de bots et le logiciel malveillant Quackbot sont démantelés lors d'une opération internationale impliquant 6 pays autour des États-Unis et coordonnée une nouvelle fois par Europol. Ce logiciel était massivement utilisé depuis 2018 par les groupes criminels pour préparer la diffusion de rançongiciels, commettre des fraudes financières ou faciliter la commission d'infractions. Ces administrateurs auraient perçu 54 millions d'euros pour leurs services et plus de 700 000 ordinateurs ont été infectés dans le monde, puis restaurés grâce à cette opération. Je pourrais multiplier les exemples opérationnels. Ce que je souhaite vous faire toucher du doigt aujourd'hui, c'est tout le bénéfice de ces investigations réussies. Réunir des informations techniques ou sur les modes opératoires permettent d'améliorer nos systèmes de cybersécurité et aussi brisent le sentiment d'impunité chez les cybercriminels, compliquent leur vie et dissuadent certaines attaques. Europol, qui a été un acteur dans tous ces dossiers, est l'agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs. Elle soutient l'action répressive et préventive des agences d'application de la loi des États membres de l'UE et de tous ses partenaires opérationnels dans le domaine de la lutte contre la criminalité organisée, contre le terrorisme et contre la cybercriminalité. Créé il y a 10 ans et basé à La Haye, le Centre européen de lutte contre la cybercriminalité, qui est intégré dans Europol, nom de code EC3, a soutenu en 2022 près de 450 opérations internationales contre les cyberattaques, la fraude en ligne, les atteintes aux mineurs en ligne, le darknet et bien d'autres domaines. Europol offre un service d'appui et de soutien aux investigations internationales, complémentaire des capacités nationales. Nous fournissons un puissant service d'analyse criminelle à partir des informations contribuées par les États membres, par les États tiers, mais aussi par des partenaires privés comme vous. Un appui à la coordination par l'organisation de réunions opérationnelles et un soutien financier. Un échange permanent dans un environnement de confiance, des renseignements d'intérêt cyber au sein, par exemple, d'une structure, le GCAT, composé d'officiers de liaison cyber spécialisés dans certains États membres et de partenaires majeurs. Un soutien direct sur le terrain aux opérations, une expérience forensique numérique de haut niveau et une capacité de déchiffrement assez unique en Europe. Une contribution aussi à la prévention et la sensibilisation sur les menaces. Enfin, Europol évalue de manière régulière les menaces au niveau européen, avec l'aide précieuse des États membres, évidemment, et du secteur privé, pour les agences répressives, mais aussi pour les décideurs politiques, à travers plusieurs notes d'alerte et rapports, dont le principal est le IOCTA, Internet Organized Crime Threat Assessment, qui est disponible en ligne sur notre site. Nous animons aussi un réseau d'experts venant d'entités publiques comme privées
pour échanger sur toutes les tendances, les sujets d'intérêt à travers 3 advisory boards. D'ailleurs, la semaine prochaine, les 18 et 19 octobre, aura lieu la conférence annuelle organisée par EC3 à La Haye, où plus de 300 partenaires sont attendus et durant laquelle les grands défis actuels de la lutte contre la cybercriminalité seront discutés, parmi lesquels les défis de l'IA générative, le traitement des attaques sur les infrastructures critiques ou encore les challenges de l'investigation numérique de demain. EC3 dispose de capacités complètes, pointues, parfois uniques ou rares, pour lutter contre les défis cyber majeurs, grâce à des policiers, des gendarmes, des douaniers et des experts venus des 27 États membres de l'UE et recrutés en raison de leur expertise. Nous sommes évidemment opérationnels 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nous disposons et mettons à la disposition des États membres et de nos partenaires des infrastructures sécurisées, notamment en matière de communication entre les services d'investigation. EC3 favorise l'échange de connaissances, de bonnes pratiques et la coopération à travers la plateforme d'échange EPE, Europol Platform for Experts, qui compte plus de 8000 membres. Nous organisons aussi des sessions d'information et de formation. Nous participons à des colloques. Nous créons des outils numériques. Nous avons créé pour les forces de l'ordre un outil qui s'appelle Europol Malware Analysis System, qui permet d'analyser les malwares. Nous mettons à disposition aussi gratuitement des solutions, comme par exemple la plateforme No More Ransom, que certains d'entre vous peut-être connaissent. Cette plateforme fournit gratuitement des solutions de déchiffrement pour environ 150 rançongiciels connus. 190 partenaires y participent. Le site est traduit en 38 langues et on estime à 6 millions le nombre de victimes qui ont utilisé ces services. Grâce à sa position unique, Europol s'efforce de fédérer toutes les forces qui permettent d'améliorer la sécurité numérique et de lutter contre les cybermenaces. Au final, dans les opérations comme dans le travail plus stratégique, notre but, c'est d'être des incubateurs de coopération. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui devant vous, parce que nous croyons que la cybersécurité se gagne aussi par la lutte contre les cybercriminels et par la cohésion de tous ces acteurs. Un exemple de cette volonté, en 2017, suite au ravage de NotPetya, nous avons mis au point avec ENISA, le CERT-EU et les autorités de l'Union européenne un protocole d'urgence des services d'enquête pour faire face aux attaques majeures, soutenir ces services, mieux coordonner nos actions respectives et améliorer la pertinence et la rapidité de notre réaction. Le protocole repose sur 7 niveaux progressifs que vous voyez à l'écran derrière moi. En cas d'attaque cyber, ce partage rapide d'informations pertinentes avec la communauté de cybersécurité et avec les services spécialisés d'enquête, qui sont désormais plus nombreux et plus efficaces en France, est essentiel pour permettre les recoupements et augmenter sensiblement les chances d'identification des auteurs ou de leur modus operandi. En effet, si la protection des infrastructures est la pierre angulaire de la cybersécurité, il est important de rappeler que la neutralisation des groupes criminels ou de leurs infrastructures techniques permet de réduire le nombre et la portée de leurs attaques et les oblige à se réorganiser et nous permet de mieux connaître leur mode d'action et donc de mieux s'en prévenir. Puisqu'il s'agit ici de prendre de la hauteur, je crois qu'il nous faut penser la riposte contre les cybermenaces et contre les cybercriminels de manière globale et non pas isolée et fractionnée. Certes, lutter contre les cybermenaces, c'est bien sûr se protéger, c'est monter des murs, c'est dissuader grâce à la robustesse de ces systèmes d'information, c'est éduquer, c'est investir dans la prévention, mais c'est aussi tout mettre en œuvre pour empêcher les cybercriminels d'agir. Et c'est là où Europol agit. Dans le meilleur des cas, pour interpeller et présenter ces criminels à la justice, le plus souvent possible pour entraver leur action, en les privant de leurs infrastructures techniques ou des moyens de les développer, de les déménager, de les améliorer.
en s'attaquant à tous les maillons de l'écosystème cybercriminel, du botnet au rançongiciel, du phishing à la saisie des crypto-monnaies, en visant en particulier les maillons faibles de ces organisations. Et toujours s'efforcer de combler nos lacunes en matière de connaissance de leurs organisations, de leurs techniques, de leur modus operandi. Et c'est là où le monde de la cybersécurité est particulièrement important. Et puis aussi en identifiant et en saisissant le plus souvent possible tout ou partie des immenses profits que ce cybercrime génère. Alors c'est forcément difficile, long, c'est souvent ingrat. En tout cas, pour réussir, je crois qu'il nous faut aligner 4 objectifs. Travailler en permanence à décloisonner les mondes de la cybersécurité et de l'investigation cyber, les mondes du public et les mondes du privé, le monde des techniciens et le monde de ceux qui prennent les décisions dans les entreprises ou dans le monde politique. Bref, face à cette menace, il faut nous montrer unis, solidaires et alignés. Il nous faut aussi échanger l'information pertinente en temps réel. Les CERT sont de plus en plus et de mieux en mieux interconnectés. Mais l'échange avec les services d'investigation reste largement perfectible. Dans les deux sens d'ailleurs. Or, vous le savez bien, la rapidité et la pertinence de cet échange est cruciale. Europol, avec certains partenaires, réfléchit à prendre des initiatives. Un projet, par exemple, auquel nous pensons, est un partage en temps réel des indicateurs de compromission. Troisièmement, nous sommes aussi convaincus qu'il faut de plus en plus passer à l'échelle européenne pour être efficace. Ce que vient de dire le ministre d'État sur la directive Nice 2 en est la preuve. Car évidemment, au niveau européen, c'est toujours long, c'est toujours compliqué, il faut se mettre d'accord avec beaucoup de partenaires. Mais je pense que c'est stratégique parce que c'est la taille critique. On constate de toute façon que c'est à ce niveau-là que les grandes orientations se prennent aujourd'hui, qu'on parle du Digital Services Act ou qu'on parle de la future directive sur l'intelligence artificielle. Enfin et quatrièmement, et c'est la vocation première d'Europol, il nous faut toujours plus coopérer au niveau international. Bien sûr, certains partenaires sont très difficiles. Les cybercriminels bénéficient parfois de protection étatique. Mais on constate tout de même, et les exemples que je vous ai donnés en ouverture de mon discours vous le montrent, qu'il y a une prise de conscience. Et que lorsque les outils sont là, comme notre GCAT, notre Joint Cybercrime Action Task Force à Europol, qui est un endroit de confiance où des informations peuvent s'échanger, eh bien, quand les outils sont là, quand la volonté est là, des coopérations très fructueuses sont possibles. Nous avons aussi de beaux exemples avec le secteur privé. Je n'en citerai qu'un avec Bitdefender, ou encore récemment sur un sujet qui n'a rien à voir, avec TikTok, pour le référencement de contenus terroristes. Donc c'est à cela que Europol travaille, en tout cas, tous les jours, à ces objectifs, pour que, comme le dit notre profession de foi, nous puissions donner une Europe plus sûre pour nos entreprises et pour nos concitoyens européens. Je vous remercie. Un grand moment de prise de hauteur en Europe. Merci. On redescend en France? Ça vous va? Et j'ai le plaisir d'accueillir le directeur général de l'ANSSI, Vincent Struvel. Vincent, je vous en prie. Bien, bonjour à tous et à toutes. Merci à l'équipe des Assises d'organiser une fois de plus cet événement incontournable. Merci de m'avoir convié à cet exercice délicat de la conférence d'ouverture. C'est devenu, à travers les années, un peu un mélange de rites de passage et de discours sur l'état de l'Union pour les directeurs de l'ANSSI. Donc je suis très, très heureux et très honoré de m'y risquer à mon tour.
Notre défi, vous le savez sans doute, notre défi principal, c'est le passage à l'échelle. Ce n'est pas nouveau, je crois que Guillaume vous en a parlé ici même il y a un an. J'en ai parlé un certain nombre de fois depuis, et je crois qu'il va falloir vous y habituer, parce que c'est un défi qui va nous occuper un bon bout de temps. Ce défi, il est avant tout imposé par l'évolution de la menace. On a depuis longtemps un enjeu stratégique qu'on connaît tous, qui est fait de menaces principalement étatiques, très ciblées sur un petit nombre d'entités. On a depuis 2-3 ans un autre enjeu, un enjeu sociétal, qui se rajoute au premier sans le remplacer, qui est fait d'attaques massives, systémiques, opportunistes, donc qui ne ciblent personne, mais qui touchent tout le monde en général. Qui touchent surtout les petits, d'un certain point de vue, ceux dont on s'est peu occupé jusqu'à présent, parce qu'ils étaient peu attaqués. Les PME, ça a été dit, les hôpitaux, ça s'est vu, les collectivités, ça se voit de plus en plus. Et cette menace, elle a des conséquences inacceptables. Elle pourrait toucher à nos intérêts les plus fondamentaux, si elle devenait plus massive encore. Elle est aujourd'hui le fait du cybercrime, principalement, mais rien n'empêche au contraire qu'elle devienne un outil à la main des États ou d'autres acteurs qui nous en veulent, dans un contexte géopolitique qui, là encore, ne se simplifie pas. Donc notre défi, il est triple, quelque part. Il est déjà de tirer vers le haut toute cette multitude de petits acteurs qu'on a peu accompagnés jusqu'à présent, qui n'ont pas la même maturité, qui n'ont pas les mêmes moyens en matière de cybersécurité. De se préparer, d'autre part, à la crise majeure, au grand soir, quand des pans entiers de notre société ou de notre économie seront attaqués simultanément, avec des conséquences qui déborderont tout ce qu'on a pu imaginer jusqu'à présent. Et puis, troisième volet, c'est de faire tout ça sans perdre ce qu'on sait faire aujourd'hui, c'est-à-dire traiter la menace stratégique, avec des opérations dans le temps long, avec des approches très expertes. Donc ça, c'est, selon l'humeur du moment, ce que j'appelle passer à l'échelle sans se renier, ou faire du prêt-à-porter en plus de la haute couture. C'est aussi en France l'objectif qui nous a été donné par la Revue nationale stratégique de l'an dernier, celui de doter la France d'une cyber-résilience, nouveau concept, mais qui se comprend bien, de premier rang. Pour faire ça, ça implique plusieurs choses. Ça implique évidemment de faire plus et mieux ce qu'on fait déjà, de gagner en efficacité opérationnelle, par exemple. La loi de programmation militaire de cette année nous a donné de nouvelles capacités en la matière, des grands pouvoirs qui imposent de grandes responsabilités. Je pense que tout le monde en est conscient à l'ANSSI, même ceux qui n'ont pas la ref. Ça implique d'élargir la couverture réglementaire. La réglementation, c'est contraignant, c'est fait pour, mais c'est un levier extrêmement utile qu'on met en œuvre depuis plus de 10 ans, et on s'en félicite parce qu'on ne serait pas là sinon. Nice 2, évidemment, de ce point de vue-là, va beaucoup nous aider. La transposition de Nice 2, c'est peut-être le chantier le plus structurant aujourd'hui à l'ANSSI, ça mobilise beaucoup de monde. On a des consultations qui ont débuté au mois de septembre. On a un projet de loi qui devrait atterrir au Parlement au début du printemps, je ne serai pas plus précis à ce stade. On a concrètement la multiplication par 10, 20 ou 30 du nombre d'acteurs régulés. Le fait même qu'on ne sache pas donner un chiffre précis est une indication. Et on aura l'obligation de travailler avec ces acteurs plus petits, qui ont des moyens moindres, d'être sans doute moins ambitieux qu'on ne l'a été avec les acteurs régulés d'aujourd'hui, d'avoir des objectifs plus génériques, pas les mesures ultra détaillées qu'on a pu porter auprès des acteurs régulés, des OIV, des OSE. Je prends un seul exemple, l'analyse de risque que, ici, dans cette salle, on est beaucoup à pratiquer aussi facilement qu'on respire. C'est peut-être pas quelque chose qu'on s'est imposé à des tout petits acteurs, de manière individuelle en tout cas. Donc il faudra trouver des approches un peu différentes. L'autre chantier majeur, c'est celui des JO, la préparation des Jeux Olympiques, qui seront évidemment une cible pour les cyberattaques. Là aussi, on fait ce qu'on fait d'habitude, mais à une échelle totalement différente, notamment en termes de préparation opérationnelle. On se prépare, au niveau de l'État dans son ensemble, à gérer des crises majeures, en espérant qu'elles ne se produisent pas, mais en y étant prêt. Et la préparation opérationnelle, ça ne s'improvise pas. L'entraînement, c'est ce qui fait toute la différence. Je pense que ceux qui ont pris le même avion que moi hier après-midi en sont autant convaincus que moi. Et donc on s'entraîne, nous aussi, pour les JO. On s'entraîne et on entraîne les acteurs des JO. Les JO, c'est aussi l'occasion de préparer des mécanismes d'escalade, de mobilisation, voire de réquisition, pour pouvoir faire face collectivement, si jamais on a cette attaque massive qui déborde nos capacités propres au sein de l'ANSSI. Donc tout ça, c'est ce qu'on doit faire mieux ou plus.
Mais il y a aussi des choses qu'on doit faire différemment. On doit faire évoluer notre offre de services, avoir plus d'outils automatisés comme ADES et Silène que certains connaissent déjà, plus d'outils simples comme Mon Service Sécurisé, qui est peut-être l'exemple le plus parlant de prêt-à-porter, un truc à la fois accessible et de très grande qualité. Et on doit surtout, et c'est là-dessus que je veux mettre l'accent aujourd'hui, travailler plus que jamais en réseau. Et je parle de réseau au pluriel parce qu'il y en a plusieurs. Il y a les réseaux déjà bien constitués d'acteurs existants qui se développent, qui évoluent. Les réseaux d'acteurs nouveaux qu'on doit accompagner, avec lesquels on doit apprendre à travailler. Et s'il y a bien travailler en réseau, c'est bien le sujet sur lequel il faut prendre de la hauteur. Il faut surmonter nos réflexes naturels qui font qu'on est plutôt agacé quand des acteurs nouveaux se piquent de faire le même métier que nous, encore plus quand ils n'ont pas exactement la même approche que nous. Mais tout ça, il faut le surmonter parce que je pense qu'on n'a pas d'autre manière de passer à l'échelle. Donc je vais faire un petit focus dans le temps qui me reste sur quelques-uns de ces pans d'écosystème. Le premier, c'est celui des prestataires d'audit, de réponse à incidents, de détection. Ça, c'est notre grande force aujourd'hui, les prestataires. Je ne sais pas comment on ferait sans eux. Mais pour autant, on continue à mettre de l'énergie sur ce sujet. On met de l'énergie pour compléter le paysage. On a publié récemment le référentiel PAX, des prestataires d'accompagnement et de conseil, qui comble un manque bien identifié en matière de prévention et qui seront absolument nécessaires pour passer à l'échelle. On fait évoluer l'existant avec une adaptation déjà du référentiel PRIS, peut-être celui qui est prioritaire pour nous parce que s'il y a bien un moment où on a besoin d'avoir confiance et de ne pas se poser des questions sur ses prestataires, c'est quand on doit faire de la réponse à incident, quand c'est la panique. Donc on le fait évoluer, ce référentiel. On fera sans doute de même avec les référentiels d'audit et de détection. On le fait évoluer notamment pour avoir des prestations plus abordables, moins ambitieuses dans le niveau de sécurité quand ce n'est pas nécessaire d'aller jusqu'au bout, sans renier le niveau le plus élevé. On le fait aussi dans l'optique d'une possible certification européenne de ces prestataires, parce que c'est un sujet qui avait été écarté il y a quelques années, qui est revenu sur la table cette année, et je m'en félicite. Et puis ce qu'on fait aussi, c'est explorer des nouveaux champs, notamment celui de la remédiation, ce qui se passe après la réponse à incident, quand l'incendie est éteint, mais qu'il faut reconstruire. Et ça aussi, c'est un métier absolument fondamental pour limiter la casse. Là-dessus, je ne sais pas si on va se précipiter vers des qualifications, mais on a au moins fait un travail de corpus doctrinal pour essayer d'identifier les concepts, de parler le même langage entre les acteurs qui font ça et leurs clients. Et c'est un travail qui a été publié récemment, que je vous incite à lire parce que c'est un défrichage, mais vraiment remarquable. L'autre écosystème classique, c'est celui des bénéficiaires, des OIV et OSE avec lesquels on travaille au quotidien. Cet écosystème-là, il va exploser avec NIS 2. Et on aura un problème très concret, un peu bête, mais c'est comme ça, d'identification des nouveaux acteurs régulés. Et comment entrer en contact avec eux? Parce qu'avec NIS 2, vous pouvez très bien être régulé en vertu d'un seuil et ne pas le savoir. Donc ce problème, on devra le travailler tous ensemble. C'est aussi une opportunité de regarder de près des chaînes de valeur, d'identifier les acteurs petits sous le radar, mais qui jouent des rôles essentiels et qu'on doit accompagner. Et on a fait un travail de ce type-là depuis l'hiver dernier à l'ANSSI sur les secteurs du gaz et de l'électricité. Je vous laisse imaginer pourquoi. Ça porte ses fruits, ça montre sa pertinence, ce genre de travail, et je pense qu'on a tout intérêt à le généraliser. Ça, c'était l'existant. On a aussi des acteurs nouveaux. Je pense en particulier aux CSIRT. À l'ANSSI, on œuvre pour créer des CSIRT dans les ministères, dans les secteurs d'activité, dans les régions. Ce n'est pas une lubie, c'est parce qu'on est convaincu de leur utilité. Déjà, on en est un nous-mêmes de CSIRT, national et gouvernemental. Ensuite, on les voit à l'œuvre depuis longtemps dans le domaine de la santé, depuis moins longtemps dans certaines régions qui arrivent à maturité sur ces sujets-là, et c'est toujours une aide précieuse. Alors ces nouveaux acteurs, évidemment, ça chamboule l'ordre établi, ça fait réagir, ça interroge. Je le dis comme ça parce que j'ai fait euphémisme LV1 et que j'ai lu la presse cet été. Mais s'il y a bien un sujet qui mérite qu'on prenne de la hauteur, c'est celui-là. Moi, je suis convaincu que ces CSIRT, ils apportent plus de complémentarité que de redondance avec les acteurs existants. Je suis convaincu, je le vois déjà, qu'ils apportent une aide précieuse à l'ANSSI, aux victimes. Et je suis convaincu qu'ils ne feront que renforcer le rôle des acteurs centraux, que ce soit l'ANSSI, tour de contrôle, pompiers des cas graves, que ce soit le GIP, cybermalveillance, qui fait un travail remarquable dans plein de domaines, mais qui est particulièrement indispensable sur l'aiguillage et la mise en relation, et ça, on en aura plus besoin que jamais demain. Et puis toujours en prenant de la hauteur, si au final on crée un peu de redondance, ce sera toujours mieux que ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire beaucoup de trous dans la raquette. Et donc je préfère la redondance aux trous dans la raquette. D'autres acteurs avec lesquels on doit travailler mieux, c'est ceux du cloud, et plus généralement ceux dont les métiers ne sont pas la cybersécurité, mais qui y contribuent.
Sur le cloud, je pense que vous connaissez la position de l'ANSSI, elle n'a pas changé depuis un petit moment, elle ne va pas changer. On est convaincu que pour les niveaux les plus élevés d'exigence, pour la diffusion restreinte, pour les systèmes d'information d'importance vitale, il faut combiner des exigences techniques très fortes, des exigences opérationnelles et des critères de droit applicables aux données. Et ça forme un tout indissociable. Ça n'a pas de sens pour ces niveaux d'exigence d'avoir un cloud hyper sécurisé sur le plan technique, mais dont les protections sont contournables trivialement par application d'une loi extraterritoriale. L'inverse est vrai. Avoir un cloud immunisé au droit extraterritorial, certains diraient souverain, mais moi j'aime pas trop ce terme, un cloud immunisé mais qui n'apporte aucune garantie technique, qui est potentiellement à la merci de la première cyberattaque venue, ça n'a pas beaucoup de sens non plus. Donc c'est ce tout qu'on essaye d'incarner à travers la qualification SecNum Cloud. C'est là-dessus que l'État a construit sa stratégie pour les données les plus sensibles. Mais évidemment, ce tout, ce niveau élevé, il a un coût. Il ne correspond pas à tous les besoins. Ce serait un peu idiot aussi de vouloir tout aligner sur le niveau le plus haut. Donc on a encore du travail à mener pour définir la gradation des niveaux de sécurité dans le cloud. C'est un travail qu'on mène, qui est ardu, évidemment, dans le cadre européen EUCS, sans renier notre position qui n'est pas liée à du protectionnisme, comme certains voudraient le faire croire, mais qui est liée à une analyse de risque sincère et objective, notre position sur les niveaux élevés, mais en complétant par des niveaux moins ambitieux. Et on aura évidemment encore du travail pour accompagner les utilisateurs du cloud vers ces différents niveaux en fonction du cas d'usage. Ça me fait une transition naturelle vers le dernier sujet, le dernier réseau dont je voudrais vous parler, c'est celui évidemment de nos partenaires européens. À l'ANSSI, on a été de ceux qui ont poussé il y a quelques années pour que l'Europe s'empare de ces sujets de cyber. Ça a été un succès qui a dépassé toutes nos attentes, sur le plan réglementaire en particulier, avec le CSA, avec EIDAS, avec NIS puis NIS 2. On a posé un socle réglementaire harmonisé, très concret, très structurant, dont on bénéficie dans tous nos métiers tous les jours. Et ce n'est pas fini, parce qu'il y a d'autres textes dans les tuyaux, notamment le CRA, le Cyber Resilience Act, qui va arriver assez rapidement et qui sera aussi assez structurant dans le paysage. On en est au point de dire à nos amis de Bruxelles que parfois il ne faut pas tout faire en même temps et qu'il faut surtout qu'on veille collectivement à bien articuler ces textes, voire à les simplifier au fur et à mesure qu'ils s'empilent les uns sur les autres. Mais au-delà de ce volet réglementaire qui est celui qui saute aux yeux, il y a plein d'autres dimensions de cette construction européenne de la cybersécurité et qui sont tout aussi indispensables. La réponse, notamment pénale, a été évoquée. La sensibilisation, le fait de faire naître des vocations sont des sujets aussi qui occupent l'Europe, avec le Cybermois en ce moment, avec un challenge cyber européen qui se déroulera d'ici 2 semaines à peu près. Le soutien à l'innovation et la politique industrielle, sujet un peu nouveau, en tout cas en matière de cybersécurité, avec la création d'un centre européen de compétences cyber à Bucarest cette année, la création d'un réseau de centres nationaux de compétences, dans lequel l'ANSSI jouera le rôle de centre de compétences français. Tout ça, ça vise à donner plus de lisibilité aux actions de soutien à la filière, à favoriser l'innovation, les synergies, à nous permettre de développer ou de conserver la maîtrise de technologies clés. Et ce sera évidemment très utile dans le paysage, d'autant plus que ça vient compléter au bon moment, à l'étage européen, tout ce qu'on a fait de remarquable au niveau national, avec en particulier la création du campus cyber, et puis ces différentes reproductions au niveau régional qui forment un tout très cohérent. Une autre dimension de cette construction européenne, qui est moins évidente parce qu'elle fait appel à des équilibres subtils, mais qui est indispensable, c'est la solidarité face aux attaques. Cette solidarité, elle existe déjà en matière d'analyse de la menace. On partage, dans un cadre qui s'appelle Cyclone, qui réunit les 27 directeurs d'ANSSI européens, on partage très régulièrement ces analyses de la menace. Le jalon d'après, c'est celui qu'on va construire avec une initiative européenne qui s'appelle la Cyber Solidarity Initiative, éponyme. C'est la solidarité dans la réponse aux attaques. Pour pouvoir s'aider les uns les autres, là encore en ayant recours autant que possible à des prestataires qui sont quelque part notre réserve naturelle, mais en ayant cette notion de solidarité qui s'impose d'elle-même dans le contexte qu'on connaît. Dans tous ces domaines européens, je suis convaincu qu'on a beaucoup à apporter, nous tous qui sommes ici dans cette salle, par l'expérience accumulée dans ce domaine. On a aussi beaucoup à apprendre, et donc il faudra savoir rester humble, et on a la chance d'être dans un métier où l'humilité se rappelle à nous-mêmes. Si on n'est pas humble, on arrive rapidement à l'échec et on redevient humble. Donc je nous fais confiance là-dessus.
Je vois le compteur qui recommence à grandir, donc c'est mauvais signe. Je vais m'arrêter là. Vous l'aurez compris, tous ces sujets de mobilisation de l'écosystème, c'est ce qui va nous animer le plus, c'est peut-être ce qui est le plus structurant pour répondre au défi du passage à l'échelle. Et pour faire ça, on aura besoin du noyau dur de la cybersécurité que vous représentez. Les gens qui viennent aux assises depuis plus de 20 ans, ceux qui viennent depuis un peu moins longtemps, ceux qui baignent au quotidien dans ce monde de la cybersécurité, parce qu'il y a plein de monde autour de nous qui ne baignent pas là-dedans, mais qui va en avoir besoin. Et je sais qu'on peut compter sur vous. Merci pour votre écoute et très bonnes assises. Vincent, merci. Vous avez touché des mots cœurs de la communauté, vous avez parlé de solidarité, d'être humble. Je pense que ça touche toutes et tous. Et je vous remercie parce que vous et votre équipe, l'ensemble vraiment de l'équipe de l'ANSSI, jouent un rôle vraiment primordial. Et je sais combien c'est précieux pour nous toutes et tous. Un grand merci. Et on va continuer avec notre dernière partie de la conférence d'ouverture. Bon, ça ne va pas vous attener, on va toujours prendre de la hauteur, je ne sais pas jusqu'où on va arriver, moi ça va m'aider, vu ma petite taille. En tout cas, j'ai le plaisir d'accueillir en scène Séverine Guineff, notre présidente d'honneur de l'édition 2023 des Assises. Bienvenue Séverine. On va arrêter de prendre la hauteur à un moment donné. Non, on n'est pas très grand, donc du coup, ça ne va pas être facile. Plus sérieusement, on a pris de la hauteur, on a pas mal travaillé, on a passé des mois et des mois et des mois, et je tiens à te remercier avant tout pour tout ce travail qui nous a permis de programmer un nombre considérable de tables rondes, d'échanges, donc qui a été vraiment au cœur de cette édition, jusqu'à embarquer aussi les ateliers des offreurs, des partenaires. Donc il y a eu vraiment un travail qui s'est transmis au-delà du cercle justement avec qui nous travaillons et nous avons travaillé. Oui, et je tiens d'ailleurs à remercier le comité éditorial, parce que ça a été un véritable travail d'équipe depuis un an pour préparer les contenus pour cette édition. Donc du coup, donc, je ne sais pas si on peut... Si on peut montrer notre comité, oui, parce que voilà, la slide. Voilà. Une belle équipe et ils sont là, il y en a pas mal qui sont ici. C'est une belle équipe, Dream Team. La Dream Team qui a permis, dans un esprit vraiment collaboratif, de construire les contenus pour cette édition. Et je pense qu'on peut être fiers du contenu qu'on va proposer en espérant. Ouais. Et nous y sommes, enfin. Et l'idée, c'est aussi, nous sommes dans un processus de tremplin. C'est pas seulement s'arrêter. On n'a vraiment pas été sur le côté uniquement constat, mais vraiment une projection vraiment pour la suite. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on revienne sur certains sujets clés qui vont être vraiment débattus sur cette édition. L'IA. Parlons-en. Parlons-en. On en a déjà un petit peu parlé, mais l'IA, en fait, c'est pas nouveau. Ça fait quand même des dizaines d'années que ça existe. Ce qui a été un véritable tournant cette année, c'est l'arrivée de l'IA générative, notamment ChatGPT, qui a permis de mettre une puissance de calcul dans la main de n'importe qui. Donc voilà. Et puis donc, qui dit la main de n'importe qui, dit aussi dans la main de nos attaquants, pour les aider à créer des contenus de phishing plus réalistes que les vrais, ou alors des deepfakes qui peuvent du coup contribuer à tout ce qui est fake news, etc. Après, ça a aussi des vertus. Ça a permis aussi de mettre cette puissance de calcul dans la main de nos métiers, ce qui leur a permis de trouver des bonnes idées ou mauvaises, mais ça on verra avec l'avenir ce que ça nous dira. Mais du coup, ça tire quand même certaines questions, parce qu'il y a des risques intrinsèques avec ces technologies-là. Et donc du coup, comment on s'assure Et bien justement, parce qu'il faudrait renverser le sens et que ce soit plus des outils pour nous, toutes ces nouvelles technologies. Oui, mais du coup, je voulais revenir quand même sur cette partie-là, parce qu'il y a un sujet de la sécurité de l'IA qui est quand même très important, parce que voilà, ça a de plus en plus être embarqué dans les transformations numériques de nos entreprises. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on s'assure que l'IA, est-ce qu'on lui fait prendre des décisions ? Est-ce que les décisions répondent à des valeurs éthiques qui font le lien de nos sociétés ? Jusqu'où, voilà. Comment on garantit la confidentialité, la propriété intellectuelle, tout ça. Mais je suis sûre que l'écosystème saura innover pour répondre à ces challenges-là. Et puis aussi le régulateur au travers de l'IA Act qui va arriver, en tout cas qui est encore en cours de discussion, qui vont permettre du coup d'avoir, qu'on puisse faire un usage de l'IA en toute confiance. Et donc, revenons à ces nouvelles technologies. Défense, c'est possible, on va y arriver.
Oui, bah après, il y a, voilà, les nouvelles technologies sont là pour nous aider dans notre quotidien. Il n'y a qu'à voir toutes les startups qui sont présentes dans cette édition 2023. Donc ouais, il faut s'appuyer sur les nouvelles technologies pour être plus efficace, pour aussi s'assurer que nos fondamentaux sont solides. Ça peut être aussi des opportunités pour un peu revenir sur certains de nos totems cyber, comme par exemple comment faire fluidifier l'expérience utilisateur, mais sans pour autant compromettre le niveau de sécurité, ou encore comment permettre à nos métiers d'accélérer leur transformation numérique, y compris dans les mondes où on soupçonne un peu moins, comme le monde industriel, pour que ça se fasse en toute confiance. C'est complexe quand même tout ça, parce qu'on énumère un écosystème riche, couche sur couche, c'est pas là où il faut aller quand même. Sûr que si on commence à avoir un millefeuille avec en plus des solutions les unes à côté des autres, c'est pas forcément viable à long terme, parce que c'est très complexe et coûteux à maintenir, on n'est pas sûr d'avoir le bon maillage qu'il faut, puis c'est pas non plus très numérique responsable d'avoir ces empilements-là. Entre autres. Après voilà, on a un écosystème qui est vraiment riche et dynamique, on peut s'en féliciter, mais bon, on est entre nous, hein, on va se dire, c'est quand même les choses, c'est pas forcément facile de s'y retrouver. Donc je pense que voilà, notre rôle aussi, c'est de demander plus à l'écosystème, plus d'interopérabilité, plus de lisibilité sur les offres, plus de transparence dans les modes de fonctionnement, y compris quand il y a des choses qu'ils ne savent pas faire, et aussi plus de synergie avec les acteurs. Je pense que c'est avec ça que le marché gagnera en maturité pour nous aider à relever les défis de demain. Il y a, parmi nos sujets clés, il y a un sujet qui, encore une fois, il n'est vraiment pas nouveau, mais il est là, la pénurie de talents. Oui, et il est là. Voilà, s'il y avait une solution magique, on n'en parlerait pas. On l'aurait déjà appliqué. Voilà. Donc oui, c'est pas nouveau, et il y a quand même une tendance de fond aussi qui s'opère pour essayer de faire différemment, voilà, en faisant la promotion un peu plus de la reconversion, de l'upskilling aussi des ressources que l'on peut avoir, d'accroître l'automatisation et industrialisation de nos process. Aussi, ça a été aussi évoqué de comment créer des vocations auprès des jeunes. Puis aussi, est-ce qu'on peut aussi déporter certaines de nos activités auprès de services managés, puisque ils ont, eux, la taille critique pour recruter les talents, mais aussi les développer et donc les retenir, ce que les entreprises ne peuvent pas toujours faire. Après, voilà, ce n'est pas toujours faisable, pas surtout, parce qu'il y a forcément des risques liés à ça, pour être sûr voilà, de la maîtrise aussi de la chaîne de valeur de bout en bout. Donc l'équation n'est pas simple, et il n'y a pas de réponse, sinon on n'en parlerait pas encore en 2023. Oui, sinon le sujet ne serait toujours pas là, mais face à ce constat, on ne peut pas en rester là quand même. Ben non, il ne faut pas abandonner, au contraire, on a la chance d'avoir une communauté qui est passionnée et solidaire. On a aussi un écosystème qui est au rendez-vous, donc je pense qu'on a toutes les clés pour continuer à relever le défi, malgré les incertitudes du contexte géopolitique, la créativité aussi des attaquants qui ne cessera de nous surprendre, et aussi l'accélération des évolutions technologiques. Mais c'est ça qui fait la richesse de notre métier, et c'est pour ça qu'un événement comme les Assises est vraiment moins incontournable pour se retrouver et avancer sur ces questions. Et ben justement, pour revenir aux Assises et dans tout ça, je vais te poser une question piège. Est-ce que tu sais 11 525, pourquoi c'est un chiffre record pour nous aujourd'hui? Non, je ne sais pas. Eh bien, l'année dernière, vous aviez organisé 9 700 rendez-vous. C'est notre chiffrer les rendez-vous est très important pour nous parce que la qualité, il faut la ramener à des KPI, du factuel. Eh bien, aujourd'hui, nous n'avons même pas démarré les assises officiellement parce que les one-to-one n'ont pas démarré et nous sommes à 11 525 rendez-vous. Donc, je voudrais vous féliciter et féliciter tout le monde parce que vous travaillez comme des malades aux assises. Et j'avais quelque chose à rajouter dans tout ça. Vraiment, quelque chose je voulais vraiment te dire merci. Merci aussi au comité éditorial, parce que cette année, nous avons aussi réussi à embarquer plus de nouveaux membres dans la communauté des RSSI, dans la communauté vraiment des CISO. Vous les reconnaîtrez par un bracelet blanc, et vraiment, il faut les embarquer avec nous, il faut vraiment qu'ils vivent cette première assise et qu'ils apportent ce vent nouveau dont on a besoin pour y aller et pour y arriver. Chère Sabrine, on va travailler ? Ben, allons-y. Allons travailler alors.